Compte rendu de la 61e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 8 juillet 2022 par visioconférence la 61e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de projets de texte. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 4 points principaux, à savoir de la relance des activités de la SOCIR SA et celle de l'usine de production des émulsions des bitumes. Le président de la République a rappelé la nécessité et l'urgence de mettre en œuvre sa recommandation formulée lors de la 54e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi 20 mai 2022 relative à la relance des activités de la SOCIR SA et celle de l'usine de production des émulsions des bitumes. Cette relance devrait permettre à la SOCIR de jouer également son rôle, non seulement logistique, mais surtout d'usine des raffinages du pétrole brut, en vue d'assurer l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers. Les 2 unités de production d'émulsions des bitumes neuves, une fois mises en service, permettra la fabrication journalière de 1000 tonnes de bitume. Le président de la République a chargé la ministre d'État, ministre du portefeuille, d'accélérer les processus devant aboutir à la mise en place d'une commission spéciale composée des délégués des parties prenantes afin de dresser l'état des lieux et d'élaborer le plan de relance de cette société, incluant la production d'émulsions des bitumes. Un rapport relatif devrait être soumis prochainement au Conseil de ministres. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur les vols de câbles électriques à répétition. Le président de la République a déploré les cas de vandalisme à répétition signalés dans la province du Lualaba sur la ligne de transport d'électricité à haute tension, entraînant ainsi des coupures au niveau des centrales d'Inga et de perturbations de la desserte en énergie électrique. Face à la recrudescence de ces actes de vol de conducteurs en cuivre et des cornières des pylônes qui s'apparentent à un véritable sabotage de l'économie nationale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et les ministres des Ressources hydrauliques et électricité ont été chargés de présenter lors de la prochaine réunion du Conseil de ministres une proposition des mesures efficaces en vue de éradiquer ces fléaux et mettre définitivement hors d'état de nuire les inciviques responsables de ces actes. Les trains de mesures devraient notamment intégrer les mesures préventives telles que la sensibilisation de la population, la surveillance du réseau des lignes à haute tension à l'aide des moyens technologiques modernes et la traque des réseaux des receleurs. Au-delà des mesures précitées, il convient également de réfléchir sur la possibilité d'utiliser des matériaux alternatifs et modernes pour la traque de ces receleurs. 3. Du développement de la chaîne de valeur minière. Le président de la République a salué les démarrages en juin 2022 sous l'encadrement du ministère de l'Industrie, de la production par une société de droit congolais Proton de câbles électriques Made in RDC à partir du cuivre congolais, en particulier le cuivre cathodique produit au Haut-Katanga. Cette réalisation, motif de fierté pour tous les Congolais, s'inscrit parfaitement dans la stratégie de notre pays qui cherche à transformer localement ses ressources minières pour plus de valeur ajoutée et plus d'emplois. Le gouvernement, à travers le ministre de l'Industrie, des Mines, du Commerce extérieur, de l'économie nationale, des ressources hydrauliques et de l'électricité, a été invité à accompagner de tels investissements pour assurer l'éclosion de l'industrie locale, à améliorer la compétitivité et l'exportabilité de nos produits locaux. Encourageant le ministre de l'Industrie à poursuivre dans les mêmes élans pour matérialiser d'autres projets similaires, le président de la République a appelé à l'accélération du projet de création d'une chaîne des valeurs dans les secteurs de batteries électriques et des énergies propres, tel qu'est convenu avec la République des Zambie, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et plusieurs banques multilatérales de développement. Dans les mêmes ordres d'idées, les ministres du portefeuille et des Mines
ont été chargés d'œuvrer davantage pour permettre à la Sokimo, la Sakima et d'autres entreprises minières publiques de relancer leurs activités de production, notamment par l'implantation des usines de transformation, en particulier de raffineries d'or. 4. Des droits des communautés locales en matière d'exploitation forestière. Pour garantir les intérêts de populations vivant dans des zones forestières, le PNS2 a prévu l'établissement d'espaces des forêts sécurisés de communautés locales encadrées par le Code forestier. Ce secteur est l'un des moteurs de l'économie rurale et une source non négligeable des revenus de plusieurs millions de Congolais. Cependant, a déploré le président de la République, il s'observe une situation inquiétante où des mesures conservatoires ont été prises, perturbant les activités de certaines communautés et entrepreneurs dont l'impact se fait ressentir de manière négative. L'exploitation artisanale du bois étant réglementée par la loi, il a été rappelé l'obligation d'assurer plutôt des mesures d'encadrement idoines en lieu et place d'une totale privation de source des revenus à nos compatriotes. Conformément aux dispositions du décret numéro 14/018 du 2 août 2014, fixant les modalités d'attribution de concessions forestières aux communautés locales, spécifiquement en ces articles 3, 4, 5, 15 et 18, les autorités provinciales des zones concernées ont été invitées à s'acquitter diligemment de leurs obligations légales en la matière. Ces mesures permettront de prévenir les abus et fraudes liés à l'exploitation artisanale, assurer à nos populations la pleine jouissance des ressources naturelles et favoriser une gestion durable de nos forêts. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, a été chargé de s'assurer de la bonne exécution des prérogatives dévolues au gouverneur de province en matière de gestion forestière, et ce, en harmonie avec la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable. Le président de la République a insisté sur la nécessité d'accélérer l'amélioration de la traçabilité du bois ainsi que la mise en place de partenariats pour assurer une transformation locale totale de notre bois au profit de nos populations. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a rassuré le Conseil de la détermination du gouvernement à poursuivre ses efforts de dédollarisation de l'économie nationale et de consolidation des réserves de change, des résiliences de la stabilité et de la monnaie nationale. Dans cette perspective, il est envisagé, au terme de la dernière réunion du comité de conjoncture, un dispositif de plafonnement des dépenses à payer en monnaie étrangère pour des institutions publiques et à privilégier les dépenses en monnaie nationale. La limitation du retrait en dollars s'inscrit ainsi dans le cadre de la dédollarisation de l'économie et de la promotion de la monnaie locale. Le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances et la gouverneure de la Banque centrale du Congo œuvrent chacun ce qu'il concerne à prendre les dispositions requises pour l'exécution de cette mesure. Sur un autre chapitre, le Premier ministre chef du gouvernement a salué l'initiative de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi qui, dans le cadre de son plaidoyer sur la lutte contre la drépanocytose, a soutenu la formation de 121 professionnels de la santé et l'a rappelé que le gouvernement de la République suit avec attention la mise en œuvre des différents points inscrits au plaidoyer de la très distinguée Première Dame. Dans cette perspective, il est prévu le renforcement des capacités des centres existants et la mise en place d'un centre de coordination en vue de la prise en charge nationale de la drépanocytose. Il sera procédé à cet effet sous l'initiative du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique à la réhabilitation du Centre de médecine mixte et d'anémie SS, CMMASS de Kinshasa-Kalamu, communément appelé Centre Mabanga. Deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a informé le Conseil de l'État du territoire national, qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires à l'est de la République démocratique du Congo pour anéantir la capacité des nuisances de groupes terroristes et autres forces négatives.
L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par la tenue de la tripartite Angola, République démocratique du Congo, Luanda, le 6 juillet 2022, la poursuite des hostilités entre notre armée et les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda dans les territoires du Rutshuru en province du Nord Kivu et des réactions en sens divers globalement déplorables à la suite de l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité réduisant l'embargo contre les armes en République, reconduisant plutôt l'embargo contre les armes en République démocratique du Congo. Au plan politique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a fait état de la dégradation du climat politique dans certaines provinces qui ont récemment connu les élections des gouverneurs et ou vice-gouverneurs, notamment la Chopo, la Mongala, le Tanganyika où la confusion règne au sein des assemblées provinciales et dans certains cas, les décisions des justices sont à la base du blocage du processus d'investiture de gouverneurs de province nouvellement élus. Concernant la province de Tanganyika en particulier, il a exprimé sa désapprobation au regard des attitudes frisant le mépris et la subordination affichées par le bureau d'âge mis en place par quelques élus qui ont catégoriquement refusé de répondre positivement à son message du 23 juin 2022, au terme duquel ils étaient invités à Kinshasa pour consultation, les séances plénières devant être suspendues à cause des sérieuses menaces et troubles à l'ordre public. Toujours sur ces chapitres sur l'état du territoire, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est revenu sur les détails sur les opérations militaires en cours menées par les forces armées de la République démocratique du Congo qui continuent à maintenir la pression sur la coalition RDF et M23 et d'autres groupes armés opérant dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il a également fait mention de la poursuite en dépit de la résistance de l'ennemi des opérations conjointes par les FARDC et l'armée ougandaise qui reprennent jour après jour de positions jadis occupées par des ADF MTM ainsi que d'autres groupes armés, cas du bastion des Locé-Locé. Il a été aussi fait mention des derniers massacres, notamment celui des Loumé, où une dizaine de compatriotes ont perdu la vie. Des enquêtes ont été diligentées et nos forces armées sont sur le trousse de ceux qui ont perpétré ces massacres. Toujours sur ces chapitres d'information, évolution de la situation de l'épidémie à Covid-19. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation générale de la pandémie en Covid-19 en République démocratique du Congo. Elle demeure stable et contrôlée sur l'ensemble du pays. Elle a signalé qu'une diminution de cas de Covid-19 est observée dans les pays depuis 4 semaines consécutives et l'épicentre de la pandémie reste la ville-province de Kinshasa. Malgré cette baisse qui se consolide davantage, le gouvernement invite la population à faire preuve de la vigilance et à observer les mesures barrières et accéder à la vaccination pour éviter une prochaine vague ou minimiser son impact au cas où elle surviendrait. Aussi renforce-t-il les dispositifs de contrôle sanitaire à nos frontières, déploie plus de postes de vaccination et intensifie le dépistage. Complétant la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, spécifiquement sur les discussions qui ont eu lieu récemment avec les organisations syndicales des médecins et non-médecins. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ayant coordonné les travaux des Bibois, a indiqué avoir exprimé au seul syndicat gréviste sur les 3 syndicats des médecins le ferme engagement du gouvernement d'aligner tous les 1674 médecins restants au 4e trimestre au même moment que 3000 infirmiers et 6000 professionnels de santé, administratifs et autres catégories bien souvent marginalisées, à l'instar de médecins vétérinaires. Il a précisé avoir informé les responsables de ces syndicats que la pression subie par l'enveloppe salariale au 3e trimestre, notamment avec les augmentations de paye des fonctionnaires, des policiers et des militaires au front, n'a permis l'alignement de primes qu'à partir du 4e trimestre. Il en est de même des allocations logement et transport qui devront faire l'objet d'un atelier spécifique aux fins de leur intégration dans le budget 2023. Toutefois, il a réaffirmé la disponibilité du gouvernement de poursuivre les dialogues avec ces syndicats. Le Conseil de ministres en a pris acte. À son tour, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a fait rapport au Conseil
de l'état d'avancement globalement satisfaisant des projets d'entretien des constructions dans la voirie de la ville-province de Kinshasa ainsi que dans d'autres provinces du pays. À son tour, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a présenté au Conseil le rapport d'étape sur quelques initiatives prises et les actions réalisées dans le but d'insuffler le changement dans la politique extérieure et de relancer notre machine diplomatique sur des bases saines, solides et efficaces. De l'apurement du contentieux financier, excepté pour 5 ambassades qui ont communiqué en retard leurs coordonnées bancaires ou celles de leurs bailleurs, tous les arriérés des loyers des immeubles abritant les services des ambassades et des maisons ou appartements de résidence des diplomates pour les exercices 2020-2021 ont été payés. À cela s'ajoutent les paiements de près de 1,5 million de francs suisses, représentant plus de la moitié de la dette de notre représentation à Genève accumulée depuis la Deuxième République. Hormis ceux du dernier trimestre 2020, dont le paiement est en cours, il n'existe plus d'arriérés des salaires collectifs des diplomates. Depuis le début de cette année, des créances salariales individuelles datant de plus de 5 ans, dûment déclarées, vérifiées et transmises pour paiement sont payées. Il a été également amorcé, conformément à la réglementation, les processus de rappel des diplomates ayant presté plus de 4 ans et qui sont remplacés par des nouveaux, les uns à partir de Kinshasa et les autres permutés. De l'apurement progressif de cotisations dues aux organisations internationales. Ces arriérés auront coûté au Trésor public un montant de 26,627 millions de dollars. De l'amélioration de conditions de travail dans nos ambassades. Un contrat de fourniture de véhicules à toutes nos ambassades a été conclu dans le respect strict de la loi sur le marché public. Les 13 premières ambassades recevront chacune, selon le plan de livraison 2022, au moins 3 véhicules. Les processus de réhabilitation et de réflexion des chancelleries et autres résidences ont aussi été lancés. Au sujet de la production des passeports biométriques, des 21 entreprises qui ont manifesté leur intérêt à produire ces documents de voyage, seules 10 sociétés ont été admises avec l'autorisation de la Direction générale du contrôle du marché public DGCMP pour participer à un appel d'offres restreint. Elles ont acheté des cahiers de charges y afférents. Les dépôts des offres et l'ouverture de plis sont fixés le 15 juillet prochain. Le Conseil a pris acte de ces rapports. À son tour, le ministre des Finances a informé le Conseil de l'état d'avancement satisfaisant du processus de qualification de notre pays au Millennium Challenge Corporation, MCC, ces programmes innovants et incitatifs du gouvernement américain pour favoriser le développement de pays qui s'engagent dans ces processus compétitifs. Il a indiqué que notre pays, candidat depuis 2019, a réuni à ce jour 7 indicateurs performants sur les 20 prévus des Millennium Challenge Corporation. Au moment de son engagement, il ne réunissait que 3 indicateurs, à savoir la politique budgétaire, la création d'entreprises, la protection des ressources naturelles. Ils sont passés en 5 en 2021. 2 de plus, notamment l'inflation, le taux d'achèvement de l'éducation primaire de filles. Et en 2022, notre pays a rajouté 2 autres indicateurs positifs, en l'occurrence la politique commerciale et le respect de l'équilibre genre dans l'économie. Le ministre des Finances a souligné que ces progrès résultent des efforts croissants du gouvernement, notamment les réformes menées pour la transparence, les contrôles et la redevabilité, faciliter au commerce et la nomination des femmes à plusieurs niveaux de responsabilité au gouvernement, dans les entreprises publiques et les autres services de l'État, ainsi que l'amélioration du climat des affaires qui donne l'espoir de l'évolution vers la qualification du pays. La tenue des États généraux de la communication et des médias, ainsi que la mise en œuvre en cours des recommandations irrelatives, ont aussi contribué à enregistrer de progrès pour ce qui concerne le critère sur l'exercice de la liberté d'expression. L'adoption prochaine de la nouvelle loi sur l'exercice de la liberté de la presse et celle de la loi d'accès à l'information publique nous permettra de faire un bond significatif. Cette avancée renforce l'espoir de qualification grâce à la volonté politique affichée par le gouvernement
qui n'hésite pas à engager les pays dans ces processus à travers des réformes structurelles courageuses de changement. Il a conclu en insistant sur le fait que la satisfaction de notre pays à ces processus entraînera l'octroi d'une importante subvention financière pour construire des infrastructures afin de créer de nouvelles opportunités de développement et de réduction de la pauvreté. Un programme compact MCC consacrera une victoire et une percée politique et diplomatique qui attirera l'attention des investisseurs privés de venir en République démocratique du Congo. La prochaine étape consistera en la publication des assignations détaillées aux différents ministères pour accélérer le processus. Le Conseil a pris acte de ce rapport. À son tour, la ministre du Genre, Famille et Enfants a, pour sa part, présenté au Conseil le projet de mise en place de la cellule technique pour la mise en œuvre de l'agenda de la République démocratique du Congo sur la masculinité positive. Elle a motivé la nécessité pour notre pays de réunir une équipe d'experts de ministères sectoriels concernés afin d'accompagner le mandat du président de la République, chef de l'État, en tant que champion de l'Union africaine pour la promotion du programme de la masculinité positive. Cette cellule technique à mettre en place par décret du Premier ministre mettra en œuvre l'agenda congolais, dont les objectifs visent notamment à faire la promotion et l'enracinement du programme de masculinité positive et à organiser la sensibilisation et la pédagogie de la déclaration de Kinshasa afin de s'assurer de la compréhension par tous les pays africains de ce nouveau concept. Elle a fini par dévoiler le projet de calendrier d'activités réalisé au cours de ce second semestre tant au niveau national que continental. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. Le gouvernement a adopté le relevé des décisions prises lors de la 60e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi 1er juillet 2022. Au quatrième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, 4 dossiers, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a fait l'économie du projet de délocalisation de la prison centrale de Goma, mieux connue sous la dénomination de prison de Munzenze. Elle a indiqué que ce projet prévoit le recours au mécanisme de financement par des particuliers, avec cette spécificité que les bâtiments et les équipements sous-jacents de l'actuelle prison centrale de Goma feront l'objet d'un échange à terme contre une nouvelle prison conforme aux standards internationaux. De manière précise, la construction de cette nouvelle prison d'une capacité d'accueil de 3500 pensionnaires devra se faire sur une étendue de près de 15 hectares, outre le bâtiment servant de lieu de repos des prisonniers, des aires de jeu d'apprentissage de métiers, des espaces dédiés aux travaux champêtres en vue d'assurer l'autonomie de cet établissement pénitentiaire. Durant ces travaux de construction, l'État congolais ne déboursera absolument rien pour l'exécution du contrat de droit privé qu'il engagera avec une société de droit congolais qui a déjà construit 2 autres prisons, à savoir celle de Rutshuru dans le nord Kivu et celle de Fizi dans le sud Kivu. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Deuxième dossier relatif à l'assainissement du climat des affaires. Le ministre du Commerce extérieur, dans le cadre de la réforme gouvernementale sur l'assainissement du climat des affaires, a indiqué que l'une des missions qui lui a été assignée est l'identification des prélèvements arbitraires en vue de la rationalisation des taxes à l'importation et à l'exportation et la réduction de coûts et des délais. Il a indiqué que la motivation derrière cette assignation est d'améliorer la compétitivité de notre économie, d'assurer le bien-être de la population étant donné que les opérateurs économiques disposent de la faculté de reporter sur les consommateurs la charge d'une taxe en manipulant le prix qu'ils contrôlent, mais également d'assurer une meilleure attractivité de notre pays. En exécution de cette action, la Fédération des entreprises du Congo a dressé à son attention une liste de 67 prélèvements qu'elle a qualifiés d'arbitraires, d'excessifs, d'inopportuns ou sans fondement, réclamés par les services de l'État à l'occasion des opérations d'importation et d'exportation de biens. Il a soutenu que cette liste a été passée au peigne fin avec les délégués des institutions, ministères et ceux des établissements et organes publics concernés. Au terme de cet examen,
3 recommandations ont été formulées par les parties prenantes. Il s'agit respectivement de la suppression pure et simple de 14 perceptions, du rabattement de 20 perceptions en vue d'alléger tant soit peu les charges des opérateurs économiques tout en maintenant des équilibres financiers des structures bénéficiaires ayant une mission d'utilité publique, le maintien de 33 autres prélèvements. Des mesures d'accompagnement seront prises pour accompagner la mise en œuvre de ces recommandations. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, a présenté au Conseil 2 dossiers pour examen et adoption. Le premier a porté sur la politique de cohésion nationale qui vise à réduire les inégalités, les interactions entre les communautés, les disparités, les polarisations sociales et à encourager l'unité et l'intégration nationale en luttant contre toute discrimination fondée sur les motifs ethniques, raciaux, sociaux, religieux et culturels. Cette politique définit également les axes stratégiques pour la promotion et fixe le cadre de mise en œuvre et suivi et évaluation en vue d'assurer les vivres collectifs dans la paix, la tolérance et le respect mutuel entre Congolais et entre communautés congolaises. Le second a concerné la validation du programme national et du guide national de l'éducation à la nouvelle citoyenneté. Ces 2 outils de combat pour les changements de mentalité au sein de la société congolaise seront utilisés tant au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de l'enseignement supérieur et universitaire que de l'éducation non formelle. Leur objectif terminal d'intégration consiste à former des femmes et d'hommes nouveaux, doués d'une nouvelle conception de la nation, de l'intérêt général et de la chose publique, radicalement différente du comportement observé couramment caractérisé parfois par le manque d'une vision réelle formulée en termes d'idéal citoyen et républicain à réaliser. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces 2 dossiers. Dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de 6 projets de texte. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a soumis au Conseil 6 projets de texte pour examen et approbation. Il s'agit respectivement de un projet de loi d'ordonnance autorisant la ratification de la Convention entre le gouvernement de l'État des Émirats arabes unis et les gouvernements de la République démocratique du Congo pour l'élimination de la double imposition et la prévention de la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus. 2. Projet d'ordonnance loi autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les gouvernements de la République de Turquie relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements. 3. Projet d'ordonnance loi autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement de l'État des Émirats arabes unis et le gouvernement de la République démocratique du Congo relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements. 4. Projet d'ordonnance loi autorisant la ratification de la convention entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la République de Turquie en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. 5. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur la promotion et la protection des investissements mutuels entre le gouvernement de l'État du Qatar et le gouvernement de la République démocratique du Congo. 6. Enfin, projet d'ordonnance loi autorisant la ratification de la Convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale entre les gouvernements de l'État du Qatar et les gouvernements de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil de ministres a adopté tous ces projets de loi. Commencé à 12h33, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 18h07. Je vous remercie. Numéro 27, établissement Les Greniers, il dit qu'établissement la Kataville, province de Kinshasa, établissement Les Greniers, Souka, établissement Les Greniers, Bakoya Bayokuna, et Papa Laurent, na Mama Nani, Bapeso ya Kolia,
te ya komela na établissement le grenier bazoteka ango mpe na détail na établissement le grenier baprix ezali ya paris mpe na bruxelles na établissement le grenier le peuple d'abord na établissement le grenier dinati na établissement le grenier suka ya makambo